Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis aussi freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Je pense que la plupart des gens ont cette image de voyage de pays lointains avec des plages, mais je vous assure qu'il y a des bien plus beaux voyages, bien plus proches de vous. Le train, ça vous cache, énormément de trésors et je vous assure que vous allez pas être déçus. Imaginez relier Lille, en France, au Japon, sans jamais prendre l'avion. Et tout ça en travaillant en tant que digital nomade. Ça, c'est le défi à la fois un peu fou et profondément engagé que s'est lancé Jérémy, développeur web freelance et aussi créateur du blog Nomade sur Rail. Dans cet épisode, on parle de slow travel, évidemment, mais aussi de convictions écologiques, de logistique, de transsibérien, de Chine, de Corée et bien sûr du Japon, mais aussi de rythme de travail à l'autre bout du monde et de gestion des relations clients dans un contexte nomade. Jérémy nous prouve qu'avec de la volonté et un bon tableau Excel, on peut réconcilier nomadisme digital et voyage bas carbone. C'est un épisode extrêmement inspirant qui est à la fois riche de conseils concrets, de réflexions profondes et d'anecdotes de voyage assez émouvantes. Il plaira à toutes celles et ceux qui rêvent d'un autre rapport au voyage, qui veulent s'inspirer d'un parcours hors norme ou simplement voyager le temps d'un épisode, à bord du transsibérien et puis jusqu'au Japon. Allez, bonne écoute. Hello Jérémy, bienvenue sur le podcast Nomadness. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Et ben bonjour Chloé, moi c'est Jérémy. J'ai fait, de la France au Japon sans avion, pour plein de raisons, mais les 2 plus grosses, c'est les convictions écologiques et aussi parce que je suis tombé amoureux de ce mode de voyage. À côté de ça, je suis, développeur web, donc je suis en freelance depuis 3 ans maintenant et j'ai toujours cherché à atteindre cette, liberté géographique qui me tient tant à cœur et du coup, voilà, au fur et à mesure des projets et des différents voyages, je suis arrivé, là où je suis aujourd'hui, au Japon, à Osaka. Trop chouette. Alors, tu vas nous raconter tout ça, j'ai trop droite. Mais en attendant, pour commencer peut-être, est-ce que tu peux revenir sur ta décision initiale de ne plus jamais prendre l'avion? Je crois que ça a été un peu un déclic chez toi, est-ce que tu peux nous le raconter? Ouais, bien sûr, moi, en fait, j'ai toujours été un grand voyageur depuis mon Erasmus il y a un moment et en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué au fer rouge. C'est-à-dire que c'est l'ouverture culturelle, le fait de rencontrer des gens de tous les horizons, ça a vraiment été un élément déclencheur et depuis, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé et notamment, en avion. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai eu un peu cette conviction écologique qui est née en moi et en fait, je continuais à voyager en prenant l'avion, mais j'étais de moins en moins convaincu. Il y avait quelque chose qui m'allait pas, j'étais pas aligné avec moi-même, j'étais pas aligné avec mes convictions et je me suis dit: «Il faut que j'essaie de faire quelque chose» parce qu'en fait, voyager, ça restait un plaisir, mais il y avait toujours cet avion qui faisait que ça m'embêtait. Donc j'ai commencé à prendre le train, tout simplement, à commencer à me renseigner, à voir ce qui était possible, où est-ce que je pouvais aller en train et c'est là où j'ai commencé à explorer un petit peu l'Europe. Et puis, depuis, je peux plus m'en passer. OK, et tu peux tellement plus t'en passer que tu as été, depuis Lille jusqu'à Fukuoka au Japon. Alors je sais pas si j'ai pas bien prononcé le nom de la ville. Ouais, ouais, tu prononces bien. Fukuoka, c'est tout au sud du Japon. En fait, ça vient de tout un cheminement. Et pourquoi Fukuoka? C'est parce que c'était l'une des villes les plus simples, pour arriver par voie maritime. D'accord, et donc tout ce projet-là, c'est un projet que tu prépares depuis combien de temps?
De décider, ça doit faire, 1 an et demi à peu près, voire 2 ans. En fait, donc j'ai arrêté de prendre l'avion il y a 3 ans maintenant. J'ai voyagé un peu partout en Europe. J'ai essayé de me faire, un week-end par-ci, une semaine par-là et puis après ça commençait à monter. Je faisais un mois où je partais, me faire des grosses boucles à travers différents pays et en fait, quand j'ai pris cette décision d'arrêter de prendre l'avion, dans ma tête, j'ai fait une croix sur un de mes rêves qui était de venir au Japon. J'ai toujours rêvé de venir au Japon depuis que je suis vraiment tout petit. Et je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, je fais une croix dessus, mais je suis aligné avec mes convictions écologiques, c'est le principal» et cetera. Et de fil en aiguille, en fait, à force de me renseigner, de regarder les voyages que je pouvais faire en train, bah, j'ai commencé à réentendre parler de trains un peu mythiques, de ce genre de choses-là, donc notamment le Transsibérien et je me dis: «Mais, le Transsibérien, en ce moment, avec la Russie, c'est un peu compliqué, mais, est-ce qu'il roule toujours? Est-ce qu'on peut toujours prendre un train qui fait le Transsibérien pour traverser la Russie?» Et de fil en aiguille, à force de logistique, bah, en fait, je me suis rendu compte que c'était possible. Donc il y a 1 an et demi, j'ai commencé à tracer un peu cet itinéraire-là où que quand tu prépares ton voyage, tu ouvres ton Excel, tu mets la date, OK, alors là, on peut partir de là, ensuite on va là, avec quel moyen de transport, combien ça coûte et cetera et de fil en aiguille, j'ai fait mon petit Excel et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était possible. Je pouvais aller jusqu'au Japon, bah, sans prendre l'avion et du coup, bah, le projet était concret dans ma tête. C'était vraiment un peu comme, je sais pas, le truc qui explose en mode: «Allez, vas-y, c'est bon, je le fais, je le fais». Sauf que, bah, oui, il y a la logistique, c'est OK, c'est une chose, mais après il y avait aussi la contrainte que j'ai encore. Parce que je suis en freelance, mais j'ai des clients et ces clients, bah, je suis assez, comment dire? Assez réglo par rapport à ça. Donc je leur ai parlé de mon projet, je leur ai dit: «Bah, je vais partir à l'autre bout de la planète, est-ce que ça vous va, que je continue à bosser pour vous à distance?» et cetera et il y en a un qui m'a mis un stop. Il y en a un qui m'a mis un no go. Donc, bah, j'ai ravalé un petit peu, tout mon projet. Je me suis dit: «C'est pas grave, on va attendre un petit peu». C'est que c'était pas le moment. L'univers m'a parlé, il m'a dit: «Pas tout de suite» et j'ai attendu et l'année d'après, c'était, la condition de mon renouvellement pour lui. Il m'a dit: «OK, pas de problème». Donc c'était OK. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs choses qui s'alignaient aussi derrière, notamment, les ferries, des trucs comme ça et du coup, bah, c'est là où j'ai vraiment pu le réaliser. Toutes les planètes étaient alignées et je suis parti. OK, incroyable. Alors, on va juste après revenir sur, toute ta préparation plus en détail. Tu as déjà commencé à parler, d'Excel et cetera. Mais avant ça, le point du freelancing, parce que ça fait, je crois, 3 ans, tu as dit que tu es à peu près à ton compte et c'était aussi un choix avec en tête le fait de pouvoir continuer à voyager, mais plus lentement parce que je ne voulais pas prendre l'avion? Ou est-ce que c'est venu, complètement, d'ailleurs, le fait de te lancer à ton compte? Alors le fait d'être freelancing pour moi, c'était vraiment pour la liberté géographique. En fait, c'est vraiment le truc que j'ai toujours cherché dans mes différents postes. Donc avant d'être freelance, j'ai été, salarié et c'était quelque chose qui venait, à chaque entretien, en fait. À chaque fois que j'ai commencé un nouveau job ou à chaque fois qu'il y avait, une augmentation, un truc comme ça, je demandais: «Est-ce que je peux soit avoir plus de télétravail pour travailler un petit peu partout?» et parfois ça passait, mais ça restait toujours un petit peu et pas suffisant pour moi et en fait, j'étais toujours dans cette quête de totale liberté géographique. Et pour pouvoir partir quand je voulais, ça peut être pas forcément à l'étranger d'ailleurs, hein, ça peut être juste aller, voir un couple d'amis 1 semaine ou 2 semaines, je sais pas, dans le sud de la France, aller voir des copains qui sont à l'étranger, aller voir la famille ou des choses comme ça et au fur et à mesure du temps, en fait, bah, généralement en salariat, c'est compliqué parce qu'on te dit que, bah, c'est vrai pour le coup, que, l'assurance de l'entreprise ne couvre que le domicile de l'employé. Donc quand tu pars, soit tu ne le dis pas, sauf que quand tu pars plusieurs semaines, c'est compliqué si on ne te voit jamais au bureau. Toi, bah, tu restes chez toi. Sauf que, bah, là, moi, ça me convenait pas. Donc la raison principale, ça a été effectivement cette liberté géographique. Il y a eu aussi, plein de choses, le fait que j'ai toujours été un entrepreneur, j'ai toujours, aimé faire des sites web pour pouvoir répondre à des besoins et je voulais le faire, dans le cadre de mon travail et au final, bah, le fait de partir freelance, ça m'a permis de faire tout ça. OK, trop cool. Du coup, moi, j'étais salariée et nomade avec un contrat dédié pendant longtemps. Donc ce que tu dis sur l'assurance, ça me parle parce que au moment où j'ai négocié mon contrat, c'est le seul point que l'entreprise était déjà tout le monde en full remote. Ça changeait pas grand-chose pour eux en vrai et le seul point qui a été soulevé, c'est celui de l'assurance. Mmh. Le deal qui a été trouvé, c'était que c'était moi qui gérais l'assurance. J'ai souscrit à une assurance, nomade pour mon matériel, professionnel aussi, donc l'ordi de l'entreprise en l'occurrence. Elle m'a servi, mais effectivement, pour celles et ceux qui nous écoutent, j'ai parlé du combo nomadisme salarial dans un épisode dédié
et l'assurance, c'est un gros point, un gros warning qui freine beaucoup d'employeurs, comme tu dis bien, Janie. Donc, en ça, je comprends, totalement ta décision de passer freelance, qui est la mienne aussi maintenant d'ailleurs. Et donc, tu étais déjà bien installée en freelance, tu avais commencé à bouger, tu l'as dit, à travers l'Europe quand tu as décidé de partir, pour le Japon, et tu parles sur ton blog qui est nomade-sur-air.fr, dont on reparlera, mais tu parles de 14 mois de préparation. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça a ressemblé? Quelles ont été les étapes, clés, peut-être, logistiques, éventuellement psychologiques, financières, tout ça? En fait, le fait que ça ait été si long, c'est pas que c'est compliqué. C'est pas compliqué, logistiquement parlant quand on a toutes les informations, mais le problème c'était ça, c'était d'avoir les informations. Parce que ce genre de voyage, c'est pas les voyages, qu'on a l'habitude de voir, dont on a l'habitude, d'entendre, des choses dessus, des podcasts ou même des vidéos, des réels sur Insta ou autre. C'est vraiment quelque chose de très particulier et du coup, il s'est peu documenté. Et moi, je suis parti de rien et j'ai commencé à regarder un peu sur internet. J'ai vu des blogs, sauf que c'était des blogs qui dataient de plus de 10 ans, donc les infos étaient dépassées. On pouvait quand même retenir quelques informations, mais on pouvait pas se fier à ça pour, la logistique, notamment le transsibérien et cetera. Donc j'ai commencé à faire l'inverse en fait. Au lieu de chercher les informations, bah, c'est moi qui postais des messages pour, vraiment voir si, on pouvait me répondre. Donc j'étais vraiment acteur en me disant: «Je vais essayer de poster ma trace sur les forums pour y aller». Et là où j'ai commencé à avoir des réponses et à avoir un peu des infos, c'était sur le forum de Routard. Donc j'ai posté, dessus en disant que j'aimerais bien faire ce voyage, mais qu'il me manquait pas mal d'informations et du coup je faisais appel à la commune de Routard pour m'aider. J'ai eu des infos, il y avait encore des bateaux qui, par exemple, le plus gros point pour moi, c'était le ferry qui fait Vladivostok jusqu'au Japon. Je cherchais à savoir si c'était possible ou pas et en fait, on me disait que non, parce que depuis le covid, il avait pas repris et cetera et du coup, bah, c'est que là, mon projet, il se mettait un petit peu en attente. Je me dis: «Ah bah, si je peux pas passer par là, je sais pas par où je vais passer, du coup, bon, bah, tant pis, je vais attendre un petit peu». Et du coup, au fur et à mesure, en continuant à chercher un petit peu, là, je parle, au fur et à mesure, mais il y a des mois qui se passent entre 2 quoi. J'ai continué à chercher, j'ai commencé à me mettre dans des groupes Facebook, de cyclistes, tout ce que tu veux, pour aller chercher ces informations et c'est là où je suis tombé sur vraiment le pour moi, le qui a été un des éléments déclencheurs. Ça a permis de débloquer, en fait, toute la logistique que je connais bien aujourd'hui. C'est, un groupe Facebook qui s'appelle, l'Alibi, voyage bas carbone, où en fait, dedans, ça regroupe énormément de gens qui voyagent de cette façon-là et il y a déjà des gens qui ont fait le trajet que moi je voulais faire, en tout cas une portion, notamment la partie sur la Russie et du coup de là, en fait, ça a confirmé pas mal d'infos que j'avais réunies, mais ça m'en a apporté des nouvelles et ça m'a surtout apporté, je pense, le réconfort en me disant que, bah, en fait, c'est une route qui est empruntée, donc il y a déjà des gens qui ont fait ça, donc ça peut aussi rassurer mon entourage sur le fait que c'est safe, qu'il y a pas de problème de sécurité, autour de ça et que c'est faisable. Donc à partir du moment où j'ai eu ces infos-là, bah, derrière, toute la logistique du voyage en lui-même, c'était OK. Ensuite, la budgétisation, parce que maintenant que j'avais la logistique, je pouvais budgétiser. Donc pour ça, pareil, c'était OK. Donc en fait, il y avait plus qu'à poser une date et partir. Incroyable. J'ai plein de questions qui me viennent, mais notamment sur la partie organisation et le fait de regarder des blogs et tout. Alors, c'est drôle parce que alors moi, je voyage qu'en Europe, mais j'utilise jamais un blog pour préparer, mes déplacements, jamais. Je vais sur, les genre Rome to Rio, pour, trouver mon itinéraire, sur les sites des compagnies, locales, pour trouver des informations, et je me dis même, je sais pas si moi je ferais confiance à un blog en me disant: mais ça se trouve, il y a écrit que le ferry passe à telle heure, mais en fait, il passera pas à telle heure», et j'y vais chercher, tu vois, sur les sites des compagnies locales. Mais du coup, ça, j'imagine que c'est pas possible pour, le trajet que toi, tu voulais faire. Tu trouvais pas les informations, en fait? Exactement. En fait, toute la partie Europe, il y avait aucun problème et ça, tu peux le faire avec Chrome to Rio ou avec, d'autres agrégateurs ou de ce genre de site. Mais par contre, quand tu veux aller chercher des informations sur les horaires du Transsibérien, sur les horaires de ferry et cetera, ces agrégateurs, ils vont pas jusque-là. Donc il y a pas ces informations et comme je disais tout à l'heure, bah, en fait, c'est pas des infos que tu trouves très facilement. Même quand tu vas, en fait, sur le site de la compagnie, déjà, il est pas forcément traduit. Donc là, tu vas vraiment utiliser la traduction Google du site à l'ancienne pour essayer de comprendre, mais c'est pas forcément exact, donc c'est un peu particulier. Tu as des systèmes de planning dans les ports, mais tu comprends pas forcément en te disant: «Attends, c'est dans ce sens-là, c'est dans l'autre, je comprends pas». Parfois, ils te prennent dans un sens, mais pas dans l'autre. Enfin,
Il y a plein, plein de choses et c'est là où en fait les blogs avec le retour d'expérience de gens qui l'ont fait, prennent tout son sens parce que ces retours-là, c'est clairement de l'or. Quand on a une personne qui l'a fait ou qui va te donner, plein de détails que toi, jamais tu aurais pensé, des petites astuces et cetera et non, c'est là où ça prend tout son sens. J'aurais jamais cru. Bah, tu vois, j'apprends plein de trucs. Donc tu parlais aussi de ton entourage et du fait que le fait d'avoir tous ces retours d'expérience-là, ça a rassuré beaucoup ton entourage. Mais de manière plus générale, quelle a été leur réaction à tes proches quand tu leur as annoncé ce projet? J'ai eu un peu de tout. Je pense que j'ai eu des amis qui m'ont dit, «Vas-y fonce, enfin vas-y, fais-toi plaisir, fonce, tu raison». Il y en a d'autres qui, à juste titre, parce qu'ils avaient pas le même niveau de connaissance par rapport à ce voyage-là que moi, ont posé plein de questions sur: «Attends, tu sûr que tu vas passer par la Russie? C'est une bonne idée en ce moment?» C'est clairement, la plus grosse question que j'ai eue par rapport à ça, hein. Ou encore je me rappelle toujours mon père qui me fait, on était à un repas, dehors, il faisait beau, on avait fait un barbecue et tout et à un moment il me regarde et il me fait, «Mais, ton voyage là, tu sûr que tu veux pas que je te paye un billet d'avion? Ça sera plus simple et plus safe pour toi, non?» Moi j'ai adoré parce que naïvement il me disait qu'en fait, bah, il s'inquiétait un petit peu pour moi et que, quand je lui parlais de la logistique, bah, ça oui, il y a plein d'étapes, c'est une aventure, il y a plein de choses, mais, c'est ma nouvelle façon de voyager donc là-dessus, jamais, enfin, je retournerai pas en arrière. Donc ouais, j'ai eu un peu de tout, un peu de tout, mais la plupart des gens me faisaient confiance vu que j'avais déjà pas mal voyagé avant et une fois rassuré sur la faisabilité logistique, après, il y avait plus qu'à, quoi. OK, trop intéressant. Moi, du coup, je vais poser une question, à 100 000 €. Passer par la Russie alors, c'est comment? C'est possible? C'est dangereux? C'est pas dangereux? Ah ça, c'est un vrai sujet en vrai. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Pourquoi? Parce que alors si on prend, de manière purement logistique, oui, c'est complètement faisable, même si le pays est en guerre aujourd'hui avec l'Ukraine, ils délivrent toujours des visas aux internationaux. C'est un visa qui s'appelle le e-visa. On peut, souscrire, via un formulaire sur internet. En 4 jours, on a la réponse, généralement positive et après c'est les agents de l'immigration au passage de la frontière qui ont décidé ce qui passe ou pas. Quasiment, voire pas eu de refus. Les seuls cas que j'ai, d'ailleurs, c'est, non, c'était pas en Russie, c'était en Chine, mais c'était parce qu'il y a, le père, qui travaillait dans la cybersécurité, enfin, ce genre de bail. Donc là, effectivement, c'est un peu particulier, mais pour l'énorme majorité, il y a aucun problème. En fait, logistiquement, on peut le faire. Après, il y a les questions un petit peu de: «Est-ce que je vais donner mon argent à un pays qui est en guerre pour financer indirectement sa guerre avec l'Ukraine?» Ça, c'est une grosse question aussi, je me la suis posée. Après, sur le visa, on passe que 16 jours en Russie pour la traversée. Donc au final, c'est pas énorme et bon, clairement, moi, je pense pas, que l'impact avec les quelques euros que j'ai donnés pour manger dans les restos ait fait grand chose. Mais en tout cas, c'est une question qui se pose. Après, il y a bien sûr la question de la sécurité. Est-ce que, typiquement des questions bêtes que j'ai eues, c'est, «Tu vas finir au goulag?» Ah, c'était sur le ton de la blague, hein, bien sûr. Mais en soi, est-ce que c'est possible? Il n'y a pas eu de cas, en tout cas, depuis pas mal d'années, de Français qui sont arrêtés en Russie, par exemple. Il y en a qui sont des touristes qui ont été arrêtés, je sais plus, c'était en Iran, je crois, qui ont été prisonniers, mais en Russie, c'est pas le cas. Après, il faut faire quand même beaucoup attention. Il y a beaucoup la question de ce passage de frontière, en fait. Parce qu'une fois qu'on a passé la frontière, clairement, il y a enfin, pour moi, je l'ai ressenti comme si j'étais dans un milieu pays. Heu, Toute la partie de la guerre, je l'avais pas. J'avais que des gens super sympas en face de moi. J'ai eu beaucoup de bienveillance, un peu de curiosité aussi, genre: «Qu'est-ce que tu fais là?» Sur tout mon passage dans la Russie, je me suis senti bien. Mais par contre, aux frontières, c'était différent. Là, tu sentais qu'il y avait quelque chose. À l'aller, je l'ai pas senti. Par contre, au retour, j'ai eu un gros interrogatoire et pour ça, il faut être préparé. Il faut être préparé parce que c'est quelque chose qui est très, ça fait quand même assez peur. C'est un interrogatoire dans une petite pièce où il va y avoir quatre personnes qui vont te regarder. On va te poser des questions, personnelles. On va te poser des questions assez génériques aussi sur, qu'est-ce que tu penses de, la guerre en Ukraine en ce moment? Qu'est-ce que tu penses de notre président? C'est ce que les Français pensent des Russes? Est-ce que tu as fait le service militaire? Est-ce que tes parents sont des militaires? Ou de plein de trucs comme ça. Ce genre de questions, sauf que dit comme ça, de toi à moi, bon, ça va, tu vois?
ça fait sourire. Mais quand tu es dans une petite pièce avec des Russes autour de toi, en fait, tu sais qu'il faut pas que tu fasses vraiment de mauvais pas, quoi. Il faut pas que tu dises n'importe quoi, faut pas que tu répondes n'importe quoi. Donc ouais, il faut se préparer un petit peu. Mais à partir du moment où tu déroules ton script, tu bottes en touche à chaque fois, tu dis, «C'est pas ça me regarde pas», et cetera. Bah, pour moi, il y a pas eu de problème et pour tous les aventuriers, qui sont passés par là, qui ont reporté leur retour d'expérience dans la Libye, il y a pas eu de problème non plus. Il y a eu des interrogatoires plus ou moins musclés avec des questions plus ou moins embêtantes, mais en soi, généralement, c'était OK. C'est un vraiment mauvais moment à passer en tout cas. Donc voilà, c'est pas rien, quoi et il faut quand même, être préparé à passer ce pays et surtout ses frontières. C'est un truc de ouf ce que tu dis, je m'attendais pas du tout à ça. En vrai, chapeau de l'avoir fait parce que moi, je sais que jamais je serais capable. Juste l'anxiété, tu vois, de la situation que tu décris et pour te préparer, toi, donc tu t'es servi des retours d'expérience, encore une fois, que tu as trouvés sur, le groupe de la Libye dont tu parles, c'est ça? Et est-ce que tu as été accompagné, coaché ou tu as fait tout seul, Non, de mon côté, en fait, j'ai tout fait tout seul. Après ce qui était cool, c'était vraiment d'avoir les retours d'expérience des autres voyageurs. Tu te rends compte qu'il y a vraiment un espèce de script qui est déroulé pour ça et à partir du moment où tu connais des questions, tu vois qu'il y a un espèce de petit pattern et cetera, tu te dis: «OK, je vais me préparer à répondre à ces questions-là» et puis en soi, tu as rien à te reprocher. Enfin, moi, mon projet, je leur disais, c'était d'aller au Japon parce que je voulais pas prendre l'avion, donc je passais par la Russie. Tu te tiens à ton discours et en fait, tu dis juste la vérité, quoi et à partir de ce moment-là, de mon côté, en tout cas, j'ai pas eu de problème, mais je comprends qu'il peut y avoir beaucoup d'anxiété, ouais. bon, bah, écoute, c'est très bon à savoir et du coup, au retour, tu vas rentrer par la Russie aussi? Je pense pas, ça reste une option parce que mine de rien, c'est assez confortable. Le transsibérien, tu es posé dans une bulle un peu temporelle où tu restes pendant une semaine. C'est très particulier le transsibérien, on pourra en parler après, mais en tout cas, ça reste une option, mais je pense plutôt passer par l'ancienne route de la soie. Il y a des villes en Chine que j'aimerais bien faire. Aller voir l'armée de terre cuite notamment à Xi'an ou le Kazakhstan et ensuite passer par un petit bout de la Russie pour repasser par la Géorgie, ensuite la Turquie et remonter en Europe par là. J'aimerais beaucoup faire ce trajet-là, mais je suis pas encore fixé. OK, trop chouette et pour, le trajet de l'aller, alors bon, on a compris que tu étais passé par la Russie et que ça avait été, il y avait des parties moins confort que d'autres, disons. Mais pour le reste, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton itinéraire, le type de transport que tu as emprunté et le temps que tu as passé un peu dans chaque endroit, et cetera? Ouais, alors il faut savoir que du coup, comme j'ai dit, je suis en freelance. J'avais prévu de travailler avant la Russie et reprendre le travail après la Russie. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal pris mon temps en fait. Donc ça m'a fait partir le 1er février de Lille pour aller, passer voir des copains à Bruxelles. Je suis resté le week-end, je suis reparti le lundi. J'ai pris un train de nuit, via European Sleeper pour aller, à Prague, où j'ai rejoint d'autres amis qui sont là-bas. Après Prague, je suis allé à Varsovie en train. De Varsovie, je suis allé à Vilnius, parce que dans les pays baltes, en fait, il y a ce qu'ils appellent le projet Rail Baltica, qui est, le nouveau projet qui est en cours, qui est toujours, en construction, je vais dire, si on les voit parce que c'est pas fini. Mais en gros, ils veulent vraiment relier le système, ferroviaire européen. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une différence de taille des rails entre, les pays baltes et l'Europe. Ce qui fait que, bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. Quand on arrive là-bas, on doit faire un changement de voie où tu vois littéralement la différence des rails. C'est assez marrant, mais ils sont quand même avant de faire Rail Baltica, les différents, opérateurs se sont, accordés pour pouvoir relier en fait Vilnius jusqu'à Tallinn en une journée. Avant, c'était pas du tout possible, mais là, on peut le faire sur une journée. Donc c'est ce que j'ai fait. J'étais plutôt content de le faire parce que tu pars le matin de Vilnius, le soleil se lève et tu arrives, le soir, le soleil se couche et ça, c'était une expérience assez magique, c'était chouette. Après, je suis resté, une semaine, à Tallinn. C'était pour le boulot, mais c'était aussi une question de logistique. Parce que j'avais des petits trucs à faire, notamment, changer, des euros contre des roubles, chose qu'on ne peut pas faire, avant les pays frontaliers, parce qu'en Europe, c'est interdit avec les restrictions et c'était aussi, ouais, grosso modo, acheter du café, acheter des petits trucs comme ça, vraiment pour me préparer pour ma traversée, quoi. Et après ça, bah, du coup, le bus pour pouvoir traverser la frontière et aller à Saint-Pétersbourg. Passage de frontière qui a été un peu long. J'ai attendu, 5 heures je crois, dehors, avant de pouvoir, sortir de la frontière européenne en fait. C'était plus une question de
personnel. Il y avait que 2 ou 3 agents, du coup, ça faisait pas beaucoup pour le nombre qu'il y avait, donc ça va être pas mal attendu. L'entrée dans la Russie, ça s'est très bien passé. En un quart d'heure, c'était fait, j'ai été, bien accueilli. On m'a dit: «Ah bon voyage, profite bien et tout». Super sympa. Après j'ai fait 2 jours à Saint-Pétersbourg, où là j'ai profité de mon temps pour me balader, voir la rivière complètement gelée, visiter un peu la ville, aller faire le musée de l'Ermitage, un truc que je voulais absolument faire sur mon voyage. Après j'ai fait 2 jours à Moscou, donc là c'est pareil, hein, je voulais aller voir la place rouge, je voulais aller voir, tout ce qu'il y avait autour, le Kremlin, enfin tous les trucs qu'on voit à la télé dans les livres d'histoire. Là, je l'ai vu de mes yeux, j'étais vraiment très content et après, bah, du coup, Moscou, départ de midi transsibérien et transsibérien 6 jours, 7 nuits pour, te téléporter jusqu'à, Vladivostok. Donc, vraiment, l'extrême est de la Russie et là, le voyage, m'a donné une petite surprise parce que je pensais, prendre le ferry. En fait, il y a un ferry qui fait Vladivostok jusqu'en Corée et en restant dans le ferry, tu peux ensuite aller jusqu'à Sakaiminato, qui est, directement au Japon. Ça, c'était mon trajet initial. Mais avant de partir, on m'avait dit que c'était pas sûr que le ferry soit opérationnel. Donc, je me suis dit: «Bon, bah, je vais aller voir sur place, puis on verra» et ils ont confirmé qu'il était encore en maintenance. Donc, bah, j'ai dû faire un petit détour. Donc je suis passé par la Chine pour contourner, en fait, toute la Corée, du Nord, pour passer de l'autre côté de la péninsule et prendre un ferry, côté chinois pour aller jusqu'en Corée et traverser la Corée et aller au Japon. Donc du coup, j'ai fait 2 3 jours à Vladivostok. Je m'étais prévu, en fait, ces 2 3 jours pour bosser, mais aussi pour, retomber sur mes pattes s'il y avait un problème. Donc j'ai bien fait et la Chine, j'ai décidé de me poser une semaine à Pékin pour le taf et pour profiter aussi de la ville, même si à la base, c'était pas vraiment dans mon itinéraire. Au final, c'était, une des meilleures idées, je pense, un des meilleurs détours que j'ai pu faire et après pareil, une semaine en Corée et avant d'arriver au Japon. Et au Japon, donc là, tu viens de partir de Tokyo et tu es maintenant à Osaka. Mais avant d'arriver à Tokyo, est-ce que tu avais fait d'autres destinations? Est-ce que tu as été visiter d'autres endroits dans le pays? Je suis arrivé à Fukuoka mi-mars et en fait, je suis resté 2 semaines dans la ville. J'avais pas grand-chose de prévu, en fait. J'avais juste des copains qui, eux, avaient prévu de venir au Japon pour des vacances et on s'était dit: «Bah, on se donne rendez-vous à Tokyo, on fera une petite semaine ensemble» et ça, c'était, début avril et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je vais voir, peut-être que je vais bouger, peut-être pas» et au final, j'ai tellement aimé Fukuoka que je suis resté mes 2 semaines là-bas avant de les rejoindre à Tokyo et ça m'a permis un petit peu aussi d'apprécier le fait d'être arrivé parce que, 45 de jours de voyage, c'est quand même pas mal. Ouais, vraiment de me poser mes valises, découvrir un petit peu comment ça se passe au Japon, enfin la logistique, tout ça, voir comment je pourrais faire, comment je peux bouger et puis après pouvoir partir sereinement, à Tokyo et du coup, ouais, je suis resté pas mal de temps à Tokyo après parce que, au début, je voulais rester 1 mois. Au final, je suis resté 1 mois et demi pour une question logistique parce que je cherchais un hébergement pendant 1 mois et au final, j'ai dû attendre avant d'y rentrer. Je me suis tellement plu là-bas que là, dans ma tête, c'est clair que je vais y retourner, quand je vais remonter un petit peu, dans le nord du Japon, quoi. OK, trop cool. Bah, écoute, merci de d'avoir partagé tout ton parcours. Je pense que je ferai une carte, qui, retrace ton trajet, pour que les auditeurs, auditrices puissent le visualiser. Alors moi, la partie Europe, ça va et après, j'avoue que je connais vachement moins, en fait, donc ça va être cool de pouvoir, visualiser tout ce que tu as raconté. En termes de budget, sur l'ensemble de ton voyage, mettons pour faire, l'île, jusqu'à Fukuoka. On est à peu près à combien? Si on enlève les logements et qu'on prend, la partie transport, est-ce que tu as une fourchette à peu près indicative? Parce que j'ai vraiment aucune notion, Ouais, ouais, on a travaillé sur ce budget-là, et du coup, le budget uniquement transport, j'ai payé 1 000 € en tout. OK. J'ai payé 1 000 €, mais en fait, il faut se dire que j'ai pas fait au plus court. J'ai fait un détour, donc il y a déjà ça. Et après, j'ai choisi, l'option confort aussi, parce que personnellement, j'aime bien avoir un lit, quand même, minimum correct. J'ai préféré être en 2e classe sur la banquette du bas, plutôt que la 3e classe, dans le transsibérien et ça, mine de rien, ça joue beaucoup, mais ça a aussi un coût. Donc juste pour le transport 1 000 €. À la fois, ça me paraît beaucoup et en même temps, ça me paraît pas énorme pour, le voyage que tu as décrit, en fait,
Mmh, pense et par rapport à l'avion, la différence, je le dis plus, parce que, malheureusement, l'avion est encore beaucoup plus économique souvent que la voie terrestre, et du coup, c'est juste pour me rendre compte de la différence à peu près. Je peux te la donner parce qu'il y a des amis là que j'ai rejoints à Tokyo. Il y en a qui sont venus en direct, Ouais. donc ils ont fait un Paris-Tokyo, je crois. Donc c'était, à peu près 1 000 € l'aller et il y en a qui sont venus avec, une escale, ce qui est, vraiment beaucoup moins cher. Je crois que c'était 350 €, ils ont dû payer 700 € l'aller-retour, un truc comme ça. Il me semble que c'est ça. Ah ouais, donc il y a vraiment une grosse différence dès que tu prends une escale, en fait. Ouais, 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 il y a une grosse différence. OK, d'accord. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est très compliqué de comparer ces 2 voyages-là parce que oui, on peut le dire en termes de prix et cetera. Mais, bon, moi tout ce que j'ai vécu, c'est pas, en grimpant dans un avion et puis en redescendant en a une fois arrivé que tu pourras en parler, quoi. Ouais, bien sûr. Ça, on est bien d'accord. Pour revenir un peu sur le côté logistique du coup, comment tu t'es organisé côté logement pendant tout ton trajet? Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire en termes de logistique quand je prépare un voyage, je suis un peu old school, donc j'ouvre une feuille Excel. Je me dis, «OK, là c'est, la date, là c'est, la ville, combien de temps j'y reste?» et cetera et cetera. Donc je mets à la fois les trajets et les logements et c'est exactement ce que j'ai fait pour le Japon et en fait, ça me permet un petit peu de visualiser et d'être serein et voir si j'ai oublié des choses, s'il y a des trucs qui collent pas et cetera. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours et en fait, cette feuille Excel, bah, date d'il y a, quasiment 2 ans où j'ai commencé à envisager d'y aller. J'avais aussi un tableau blanc où j'étais avec mon feutre, je me dis: «OK, là, il faut faire ça, là, il faut faire ça» et quand j'ai posé le dernier truc en me disant: «OK, bah, c'est bon, j'ai tout», là, c'était génial. Mais grosso modo, ouais, c'est ça, ouais, c'est, la logistique, donc les trains en Europe, j'avais une bonne connaissance des compagnies, de trains de nuit et de, comment arriver à Tallinn. Je l'avais déjà fait auparavant, donc de ce côté-là, hébergement et transport, c'était OK. Généralement, vu que je suis freelance, j'aime bien avoir un petit espace pour, pouvoir me poser avec mon ordi, donc je prends des Airbnb. Dans la plupart des cas, je prends des Airbnb. Après pour la partie Russie, c'était la grosse question. Donc qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce que non seulement il y a la partie, c'est la Russie, donc du coup les sites occidentaux ne fonctionnent pas forcément, pas du tout même, mais il y a aussi la restriction des cartes Visa et Mastercard qui ne fonctionnent pas là-bas. Donc il y a des solutions aussi pour ça. Il y a des sites qui en gros prennent des commissions en plus, mais tu peux payer avec Visa, donc tu payes un peu ton confort. Donc il y a le site, Russian, Railways qui permet de payer avec ta carte Visa et de prendre en fait un train sur, le réseau, ferré, russe, notamment le Transsibérien. De ce côté-là, c'est ce que j'ai fait et pour les hôtels, je suis passé par Zen Hotel qui fonctionne là-bas, qui permet, de prendre, ouais, des hôtels ou même, des il y a des appartements aussi. C'est un peu comme Booking, en fait. Donc pour la partie Russie, ouais, je crois que ces 2-là, il m'ont suffi et après arrivé en Chine, je suis passé sur, Trip.com pour les trains et pour les logements par Booking, parce que Airbnb était pas dispo là-bas non plus et pour la Corée et le Japon, bah là, oui, tout refonctionne. Donc pour ça, il y avait pas de problème. Pour la Corée et le Japon, je crois que c'est Klook qu'on peut utiliser pour les transports et Airbnb Booking, ouais, pour les logements. OK, bah, trop cool. Merci pour tous ces petits, tips de sites, outils, ressources et tout. Je les mettrai en description pour que les auditeurs, auditrices, puissent les retrouver, ainsi que le groupe, Alibi dont tu parlais tout à l'heure. Effectivement, c'est un je les suis aussi, sur Insta et c'est vraiment un média qui est chouette. Pour toute la partie, de ton activité de freelance, du coup, tu as dit qu'il y avait certains clients qui avaient un peu, des réticences, au fait que tu t'en ailles à l'autre bout de la terre, quoi. Comment tu gères ça? Comment tu les as rassurés? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce qu'il y a des nouveaux outils dans lesquels tu as investi? Comment ça se passe? Pour cette partie-là, donc ça a été, ouais, le fameux no-go. Bah, au début, je l'avais quand même très mal pris parce que, enfin, je suis très réglo avec mes clients. Notamment, je travaille sur les horaires, français en étant au Japon. Ça veut dire que ça me fait travailler entre, 16h30 et 00:00-1:00 du matin. Bon, c'est pas forcément évident, c'est un rythme à prendre, mais au final, ça va, ça se fait et en fait, ce client-là, bah, au début, je l'ai mal pris, mais après, je me suis dit, «Bah, tant pis, c'est que ça devait pas être le bon moment» et en fait, après coup, c'est en discutant un peu avec lui, en lui disant effectivement, en insistant sur le fait que j'allais bosser sur les horaires français, qu'en fait, le décalage, bah, il se sentirait pas vraiment, que, ça faisait, plusieurs années que je travaillais en remote avec lui, donc j'avais pas besoin de me déplacer à ses bureaux.
et au final, j'ai pas eu vraiment besoin de mettre grand chose à place. Ça s'est fait assez naturellement, même si au début, c'est vrai que j'aurais préféré avoir plus de discussions, autour de ça plutôt que d'être mis, sur le fait accompli, quoi. Ouais, bien sûr et tu disais que tu travaillais sur les horaires français, mais c'est un choix de ta part ou c'est une demande de tes clients? Parce qu'en tant que freelance, tu pourrais, travailler en asynchrone aussi, j'imagine, Ouais, après, moi je travaille dans des petites équipes. C'est assez compliqué de faire du boulot, en asynchrone parce que, en fait, les tâches, elles sont souvent au jour le jour. Donc il y a pas trop d'anticipation sur le moyen long terme, sur une vision globale de ce que je dois faire et cetera. Donc déjà ça, c'est compliqué, donc il faut toujours une communication et ensuite, moi je me suis dit: «Je vais rester comme ça, on va voir si ça me convient. Si ça me convient, je reste comme ça, si ça me convient pas, je demanderai à changer». Et en fait, aujourd'hui, ça me va. Ça me permet de me balader un petit peu, la journée, de pouvoir profiter, des différentes villes où je suis et le soir de me poser et de travailler à distance. Donc au final, ça me va. C'est un rythme, qui me convient, ouais. OK, trop cool. Du coup, j'aimerais bien revenir un peu sur ton voyage, de manière plus, à travers tes yeux, en fait, que tu nous emmènes un peu, voyager avec toi, là. Est-ce que tu pourrais nous raconter une destination ou une expérience, que tu as adorée? Genre peut-être ton coup de cœur du voyage, que ce soit une rencontre, un lieu, une expérience, peu importe. Ouais, c'est difficile à donner un coup de cœur parce que, c'est un enfin, moi, ça fait quand même beaucoup d'années que je voyage, mais ce voyage-là, ça a quand même quelque chose d'assez magique et je pense que la partie la plus mythique, ça a été sur le Transsibérien parce que c'était en fait, il y a tout. Il y a tout qui vient faire que cette image, elle va jamais gravée dans mes mémoires. Il y a déjà le fait que le contexte actuel sur la Russie, qui fait que c'est pas un pays facile d'accès, ou en tout cas à travers, l'esprit collectif. Ensuite, il y a le passage de la frontière qui a été très long. Il a été très long, mais en même temps, ça m'a permis de discuter avec les gens qui avaient autour de moi. Ces gens, je me rappelle, super sympas, super avenants, avec qui on échangeait en anglais. Notamment, un père de famille qui travaille en Finlande et qui est russe et qui a sa famille à Saint-Pétersbourg, avec qui j'ai beaucoup pu échanger, qui est aussi développeur, donc évidemment ça aide et il m'a filé, plein d'infos pour pouvoir visiter Saint-Pétersbourg. Il m'a filé une carte avec tous les points à aller voir. On s'est loupés, mais on voulait se prendre un petit café, une fois là-bas. D'ailleurs, c'était assez drôle quand il m'a donné son nom parce qu'il m'a dit qu'il s'appelait Vladimir. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. C'est un peu cliché, mais c'était drôle. Après, ouais, donc il y a Saint-Pétersbourg qui a été magique, mais ouais, le Transsibérien. Le Transsibérien, moi, ça a été une expérience folle, en fait. Le début du Transsibérien, il y a plusieurs horaires. Moi, je suis parti le lundi à 1 heure du matin, donc j'étais là, dans la gare avec mes sacs en me disant: «C'est pas possible, je vais pas rentrer dans un train et y rester pendant une semaine, c'est c'est juste fou» et en fait, quand je suis arrivé dans le train, donc j'étais tout content, tout excité, j'ai du mal à m'endormir et avant d'arriver dans ma cabine, je vois ma cabine, je devine ma cabine au loin et je vois du monde devant. Je me dis: «Ah, bah, je vais être avec quelqu'un» et en fait, c'était une dame, âgée qui était là avec sa fille. Je commence à parler un petit peu en anglais en disant: «Bonjour, vous allez jusqu'à où?» tout ça. On parlait pas un mot d'anglais. Ils m'ont répondu en russe, donc c'est là où je me suis dit: «OK, je crois que c'est maintenant que ça commence, ça y est» et en fait, j'ai passé une semaine avec cette dame, qui s'appelait Tatiana. On a passé une semaine ensemble dans le Transsibérien et on parlait pas la langue de l'autre, mais on a quand même énormément échangé. C'est ça qui était magique. En fait, on échangeait par des sourires, on rigolait, on s'est tapé des barres parfois. On arrivait à se comprendre par les gestes aussi et quand vraiment, on avait quelque chose de spécifique, on sortait le téléphone avec l'appli de traduction et c'était un moment de partage très particulier mais très fort que, ouais, que je vais chérir et que moi j'ai vraiment adoré et au-delà de ce partage humain, il y a aussi eu la magie du Transsibérien, en fait. Transsibérien, c'est tu es dans ta couchette au chaud, il fait 20-25 degrés dedans et moi, je suis parti en février. Donc en février, la Russie, c'est le cliché de la vision de la Russie. Les dames, quand tu les vois dans la rue, elles sont avec des grands manteaux à fourrure, avec les chapeaux et tout. Les rivières, elles sont complètement gelées, il y a de la neige partout. C'est vraiment le cliché enfin moi, le cliché que j'ai, quoi, en tout cas. Et dans le train, c'était pareil. Quand on traversait les wagons, il y avait ce petit espace-là qui est entre 2 wagons et ben, il y a plein de neige. Tu arrives, tu es en chaussons et tu traverses un truc plein de neige. Tu passes de 25 à -20 degrés. Tu te dis: «Ah waouh, c'est quoi ce truc-là?» avant de passer au prochain wagon
Ça c'était fou aussi. Le Transsibérien qui est un mélange en fait entre modernité et vieux coucou, mais très confortable et très sympa. En fait, il y a cette petite ambiance un peu cocooning enfin moi j'ai pris la deuxième classe. En fait, il y a 4 lits. Donc moi j'étais avec Tatiana, il y a eu des gens qui se sont passés, il y en a eu je crois 2 ou 3 personnes au fur et à mesure des arrêts, parce qu'il y a quand même un paquet d'arrêts, hein, sur une semaine, qui venaient à 23 heures et qui repartaient le lendemain à 7 heures. Donc on a été relativement tranquille. Il y a vraiment ce petit cocooning où tu as ton lit, tu peux te poser sous ta couette à regarder dehors le paysage qui défile pendant des heures. À 16h30, 17 heures, tu lèves la tête et tu regardes le coucher de soleil. Ou, il y a encore, cette dame qui s'occupe de ton wagon qui vient te demander si tout va bien, s'il y a pas de problème, et cetera. Il y a vraiment ce sentiment, très particulier et un peu magique, ouais. Où il y a aussi le fait que tu vas traverser les fuseaux horaires. En fait, quasiment chaque jour, tu vas perdre 1 heure. Ça, c'est aussi assez particulier parce qu'il y a, alors je sais plus, je crois que c'est 7 heures. Il y a 7 fuseaux horaires différents, quelque chose comme ça. Donc entre le départ et l'arrivée, donc en fait, tu te prends pas de jet lag parce que tu es, sur ta couette tranquillou, tu passes tes nuits tranquillement et tu prends pas le jet lag, mais il y a ce petit effet qui te dit: «Ah oui, c'est vrai, on est en train de remonter un petit peu le temps, quoi», et voilà. Donc tout ça pour moi, ouais, c'est un souvenir que je vais garder pendant très, très longtemps. Incroyable, mais et ta rencontre avec Tatiana, ça m'a donné des frissons là, littéralement, genre, ça a l'air incroyable. Et est-ce que tu as eu une galère, de voyage? Et si oui, comment tu t'en es sortie et qu'est-ce que tu en as appris? Ouais, bah, j'en ai un petit peu parlé. Ma galère de voyage, ça a été de ne pas pouvoir prendre le ferry pour aller en Corée directement depuis la Russie. J'avais bon espoir, en fait, en arrivant en Russie, de passer par là. Mais j'ai dû retomber sur mes pattes et au final, j'avais au moins anticipé ce petit moment-là pour pouvoir le faire, parce que j'étais pressé par le visa. Le visa, clairement en Russie, vu que j'avais un nombre de jours prédéfini, il fallait vite que je trouve une solution. Donc il y avait pas vraiment 36 solutions. En vrai, j'étais obligé d'aller en Chine et je pense que ça a été un très beau détour. Ça a été très galère de sortir de la Russie pour y aller, parce qu'en fait, quand on a le e-visa, on est obligé de passer par des frontières, piétonnes. Et c'est des points très particuliers, donc on est obligé de passer par là. Donc du coup, j'ai regardé celle qui était la plus proche de Vladivostok et c'est à Pogranitchny, qui est à 2 heures et demie en voiture, je crois. Et en fait, pour y aller, je me suis dit: «OK, comment je peux y aller en train et cetera?» On peut pas y aller en train. Est-ce que je peux y aller en bus? On pouvait y aller en bus, mais c'était sur plusieurs jours, donc c'était galère. Donc c'est là où je me suis résolu à prendre un taxi, en fait. J'ai fait 2 heures de voiture en taxi pour y aller. Et de là, c'était un petit peu l'inconnu pour moi parce que j'avais pas trop prévu ce passage-là, j'avais pas trop anticipé. Mais je me disais qu'une fois arrivé en Chine, j'avais pas vraiment de problème à prendre mon temps. Donc je suis arrivé à la frontière, j'ai pu passer cette frontière après ce fameux interrogatoire, pour me rendre à Suifenhai, qui est la ville vraiment frontalière avec la Russie. Et de là, en fait, j'ai commencé à regarder et en fait, la Chine, c'est très simple. Les informations sont beaucoup plus simples à avoir. Donc j'ai sorti des applis, enfin, trouvé les bonnes applis. J'avais le bon forfait aussi pour avoir internet, sujet très important, en Russie aussi notamment, à cause des VPN et cetera. Avec le forfait Free 5G, on peut avoir internet sans problème en Russie et en Chine. Il y a un VPN intégré qui permet de continuer à faire l'usage qu'on en a avec, Google, et cetera et cetera. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Et donc en fait, arrivé, à Swifenhai, j'ai regardé un petit peu, je me suis dit: «OK, le ferry, il devrait reprendre», il y avait des voyageurs qui étaient passés avant et qui disaient: «Ah bah, le ferry, il est fermé jusqu'au 6 mars», je crois, un truc comme ça. Du coup, je me dis: «OK, bon, bah, je me prends une semaine, à Pékin et puis on verra». Et au final, Pékin, ça a été la plus belle surprise de mon voyage, en termes de ville. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré passer ma semaine là-bas. J'ai vu tellement de choses. Cette ville est tellement riche. Sur la culture, elle est magnifique. Et puis la muraille de Chine, quoi. La muraille de Chine, ça a toujours été un objectif, mais c'est vrai que la Chine dans ma tête, c'était vraiment pas une étape dans laquelle je me voyais m'attarder, parce que je suis pas du tout attiré par la Chine, mais au final, très, très beau détour. Incroyable. Et tout au long de ton voyage et ça a été quoi ton plus gros choc culturel? Mon plus gros choc culturel,
Alors je sais pas si c'est en arrivant au Japon et en fait, en comprenant que tout ce que j'avais entendu sur le Japon était vrai. Parce que, il y a beaucoup de gens qui disent, «Ouais, bah, ouais, au Japon, les métros, c'est super silencieux, les gens, ils sont respectueux, tout est propre» et cetera et je me suis rendu compte que tout était vrai et ça c'était fou. Ou c'était en Chine où j'ai eu l'inverse. Parce qu'en fait, bah, il y a beaucoup de gens qui disent, pas mal de choses sur les Chinois en général. En fait, moi, mon expérience, elle était géniale. Tous les Chinois ont été, accueillants. J'ai trouvé les endroits, très propres, c'était je me suis senti très safe. Tout était très simple. Le système de métro et cetera, tout était très simple. Donc, j'ai pas eu ces a priori sur, les Chinois qui sont bruyants, qui crachent ou des trucs comme ça. Donc c'était plutôt des chocs positifs, ouais. OK, trop bien. Est-ce que tu as une destination ou une expérience que tu as moins aimée et peut-être ce que tu ferais différemment si tu devais la revivre? Je pense que c'est en Corée. C'est en Corée où je me suis attardé pendant une semaine à Séoul. En fait, j'étais déjà venu en Corée il y a en avion il y a longtemps avec des amis et en fait, je sais pas, c'était peut-être un mélange de tout, où j'étais quand même à une étape clé de mon voyage, mais j'avais quand même vécu tellement de choses avant d'arriver là, que je me suis dit que j'avais besoin de me poser un petit peu pour, digérer un petit peu toutes ces émotions-là, les assimiler et tout et en fait, je savais pas trop où me mettre. Je sais pas pourquoi j'étais entre cette idée de me dire que, ouais, en fait, j'ai vécu plein de trucs, mais je les ai pas partagés. Je l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais un voyage tout seul si long. Le plus long que j'ai fait solo, c'était 1 mois en Europe et là, bah, là, je crois que ça faisait déjà un petit peu plus d'1 mois. Donc, ouais, il y avait tous ces sentiments-là un petit peu qui venaient en moi et je savais pas trop comment les appréhender. Donc en fait, j'ai quasiment pas fait de trucs touristiques à Séoul, mais j'étais beaucoup plus, orienté, nature, où j'ai fait des randos, j'ai fait des trucs comme ça et je pense que pendant 2 3 jours, avant de me décider à sortir et vraiment de faire des trucs, en mode nature, je me suis posé la question de: «Tiens, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je voudrais vraiment faire?» et cetera et si je pouvais avoir ce petit raccourci pour m'éviter ce petit moment de flottement, ça serait chouette. Parce que, en fait, c'est des trucs que je pense qu'on apprend quand on voyage tout seul pendant longtemps où, clairement il faut s'écouter. Enfin, c'est d'autant plus important quand on est tout seul et il faut vraiment être conscient et savoir quoi faire quand on est solo pour, justement se faire aller mieux et se faire penser à autre chose pour éviter de rester en boucle sur un problème qui au final n'en est pas vraiment un. Trop intéressant, je suis complètement d'accord avec toi et c'est déjà hyper bien que même si tu as eu ce moment de flottement, c'est déjà hyper bien que tu aies réussi quand même à te poser les bonnes questions de: «OK, qu'est-ce que je veux faire de mon expérience ici? De quoi j'ai besoin maintenant?» et que tu aies trouvé la réponse, même si ça t'a pris 2 3 jours. À la fin, tu as quand même réussi à avoir un moment que tu as apprécié dans la ville donc franchement, c'est quand même bien. Ouais, 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 tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut je pense partager, pour les futurs voyageurs solo. C'est que pour moi, en fait, je suis pas arrivé à du jour au lendemain à partir, à me faire un trip de 8 mois, tout seul, à l'autre bout de la planète. Clairement, c'est un cheminement, c'est une évolution. Au début, je suis parti, je suis resté, je sais pas, juste une après-midi tout seul à me balader dans une ville. Après, je suis parti un week-end, après je suis parti une semaine, après 1 mois. C'est vraiment un cheminement et en fait, de pas partir très loin en se disant: «Si ça va pas, je rentre», il y a toujours cette petite sécurité et au final, tu pars de plus en plus loin et tu te rends compte que ça va toujours bien. Donc là, OK et je pense qu'il faut vraiment il y a vraiment des étapes à faire avant d'en arriver là et ce réflexe que j'ai eu, de me dire, «OK, mais qu'est-ce qui va pas, en fait? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire profondément?» En fait, je pense que ça vient de l'expérience que j'ai eu à avoir. Parce qu'il y a une espèce d'intelligence émotionnelle qui est là et ça, clairement, ça vient, c'est voyages, d'expérience, ouais. Ouais, carrément d'accord avec toi. Tu as même répondu à la dernière question que j'allais te poser, qui était ton conseil pour un futur nomade ou une future nomade. Tu as très bien répondu sur la progressivité. Je partage, ton avis et j'ai fait un épisode sur cette question-là, l'épisode 7, sur comment moi j'ai pareil fait des tout petits, petits, petits paliers parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'appréhension aussi. Donc carrément, en accord avec toi sur ce point-là encore une fois et puis peut-être, pour, un mot de la fin, si tu dois décrire en un mot ce que ton nomadisme représente pour toi? Waouh! Mmh, moi, je dirais juste liberté, je pense. C'est peut-être un petit peu facile, mais c'est tellement vrai.
En fait, quand on est dans sa vie de tous les jours à faire, les mêmes choses, à pas sortir de sa zone de confort, bah, en fait, on est en train de s'enfermer dans un espèce de cocon et je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a des gens qui sont très bien là-dedans et qui y restent, il y a aucun problème. Par contre, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de voir des nouvelles choses pour pouvoir se stimuler et pour pouvoir, penser à cette forme de liberté, à se dire, «Ah bah, là ça va pas, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller à tel endroit, bah, vas-y j'y vais». Faut peut-être un petit peu de courage, mais je trouve que ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup pour plein de choses parce que tu fais vraiment, ce que tu as envie de faire et tu apprends à t'écouter. En fait, c'est peut-être un petit peu cucu ce que je vais dire, mais pour moi, ouais, le voyage comme ça, c'est un voyage à la fois, physique, mais c'est aussi un voyage, de toi avec toi-même, un espèce de voyage intérieur où tu vas apprendre à bien t'écouter, à bien faire les choses, à tu vas aussi découvrir. Il y a des trucs que tu vas faire que tu pensais pas être capable. Il y a des situations dans lesquelles que tu vas être, tu vas pas du tout te reconnaître, mais c'est ça qui est génial aussi et c'est ça qui permet vraiment de se découvrir encore plus et d'avancer encore plus. Et peut-être, sur la suite, toi, tu en es où là, dans tes projets pour la suite? Donc tu vas a priori, terminer ton voyage bien sûr, rentrer en France donc certainement par la route de la soie, même si c'est pas encore fixé. Et ensuite, est-ce que tu as d'autres projets de voyage, de défis? Est-ce que tu comptes rester nomade? Est-ce que tu veux te poser à un endroit, ou est-ce que tu sais pas? Bah, je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire que je me connais suffisamment pour, savoir que j'ai besoin des 2. Je peux pas être full digital nomade. Je crois que c'est pas possible. J'ai besoin de cet équilibre avec, mes amis, ma famille, être posé à un endroit fixe pour, pouvoir me balader à droite à gauche, voir, mon filleul, voir mes neveux et nièces, frères et sœurs et cetera. J'ai besoin de ça, mais je sais que ça dure quelque temps et après, à partir d'un moment, je vais, avoir la bougeotte et du coup, dans ce cas-là, où est-ce que j'irai? Il y a un petit voyage qui me parle quand même plutôt pas mal. Ce voyage, c'est en fait, parce qu'il y avait les 2 côtés, en fait. Quand on est en France, on peut regarder à droite pour aller au Japon et se dire: «Ah bah, je peux pas prendre l'avion, bah, du coup, je peux pas y aller». Bah si, en fait, je peux y aller en train et du coup, il y a de l'autre côté aussi. Il y a, bah, l'Amérique. De dire: «Bah, tiens, comment je fais pour aller en Amérique, bah, sans prendre l'avion?» Et en fait, là, je suis actionnaire dans une compagnie qui s'appelle Selcoop, qui a plein de petits bateaux à voile, qui ont aussi travaillé avec, Neoline, qui est un voilier cargo qui fait, la France aux États-Unis et au Canada sur, 2 semaines et ils lancent ça cet été, en 2025. Donc je me dis que peut-être, l'année prochaine ou l'année d'après, ça pourrait être un beau voyage. C'est une tellement belle idée pour un prochain projet. Ouais, écoute, j'ai hâte de suivre tout ça, mais déjà la fin de ton voyage, en Asie, où est-ce qu'on peut te suivre pour te retrouver, tes aventures, tes bons plans, tout ça? Alors moi, du coup, on a beaucoup parlé de blog au début et du coup, ça a été vraiment, je pense, l'élément déclencheur du fait de me dire: «Je vais le mettre sur les réseaux». Parce qu'en fait, je suis pas très, réseau à la base, mais toutes les informations que j'ai récupérées à droite à gauche, je me suis dit: «Il faut absolument les trouver à un endroit fixe sur internet pour que si jamais d'autres voyageurs cherchent, ils aient au moins ces infos-là». Donc du coup, j'ai créé, le blog qui s'appelle nomadsurrail.fr sur lequel je mets, beaucoup d'articles sur un petit peu tout. Ça peut être sur le mindset, ça peut être sur, les différents pays que j'ai traversés, ça peut être, j'ai fait un guide aussi pour pouvoir, bien mettre sur papier toutes les étapes que j'ai fait pour arriver où je suis. Donc il y a un petit peu de tout. Donc si vous trouvez votre bonheur là-dessus, tant mieux, c'est que j'ai réussi ma mission. Après je suis aussi, sur Insta, sur TikTok et sur YouTube. Je fais des vlogs des différentes étapes de mon voyage et en fait, je me rends compte que les réseaux, ça a aussi, cette force de t'offrir une visibilité que tu ne peux pas forcément avoir, juste avec un blog notamment. C'est marrant parce qu'au début de mon voyage, je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, je vais faire ça et je vais essayer de me mettre à fond dessus. Comme ça, si j'ai au moins, 2 personnes qui me remercient, ou qui, ne prennent plus l'avion parce que je les ai inspirés, bah, c'est que j'ai réussi mon taf». Et au final, j'en ai plein. J'en ai plein qui m'ont posé plein de questions, que ce soit sur mon voyage ou des voyages en Europe ou, des amis qui ont essayé, le train de nuit qu'ils n'avaient jamais fait avant et tout ça, ouais, tout ça, c'est un peu grâce à l'image que je donne sur les réseaux qui est un peu inspirante. C'est un peu la force des réseaux sociaux. Si mon contenu vous intéresse,
je vous en prie, venez me voir et puis si vous avez des questions, bah, posez-les-moi directement, notamment sur Insta, je suis plus réactif et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ben, je plus sois, j'ai été voir ton blog qui effectivement regorge de contenu trop, trop chouette, donc je le mettrai bien évidemment, en description. Et puis j'invite les auditeurs, auditrices, à aller, t'y rejoindre et puis, sur le réseau social, de leur choix, pour avoir, des actus, plus régulières peut-être. Et cette interview touche à sa fin, mais s'il y a quelque chose que tu veux ajouter, et ben, le micro est à toi. Je pense, on n'a pas forcément exprimé, même si on l'a abordé d'une autre façon. Aujourd'hui, je pense que la plupart des gens, en tout cas de ma génération, ont cette image de voyage de pays lointains avec des plages. Mais, je vous assure qu'il y a des bien plus beaux voyages, bien plus proches de vous, qui peuvent être faits. Prendre le train, c'est pas forcément, une contrainte. Au contraire, ça peut être, direct, ça fait partie clairement de votre voyage. Vous pouvez aller juste dans le pays à côté et passer des moments chouettes, rencontrer des gens, super sympas, découvrir une nouvelle culture en allant un petit peu plus loin, je sais pas. Mais, il faut vraiment essayer de s'enlever de la tête, d'avoir pour premier réflexe de se dire que le voyage, c'est forcément l'avion. Parce que je vous assure que le train, ça nous cache, énormément de trésors et aujourd'hui, un grand merci, il y a de plus en plus de personnes qui voyagent comme ça et qui montrent ce qu'on peut faire en train. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, ne serait-ce qu'un petit peu, à suivre quelques personnes qui le font et je vous assure que vous allez pas être déçus. Ça me paraît être un très, très beau mot de la fin. Merci beaucoup Jérémy d'avoir partagé tout ça avec moi, aujourd'hui et avec les auditeurs, auditrices aussi, surtout peut-être. Ouais, Je te souhaite une très belle fin de voyage et puis, j'ai hâte de suivre la suite de tes projets et si tu vas en Amérique, et ben, tu reviendras sur, le podcast, nous en parler si tu veux bien. avec grand plaisir. Merci beaucoup Jérémy. Merci Chloé. Et voilà, c'est la fin de cet épisode avec Jérémy. J'espère que son aventure t'a inspiré parce qu'au-delà de la performance de rejoindre le Japon sans avion, c'est surtout un exemple fort de cohérence entre ses convictions, ses choix de vie et sa manière de voyager. Et puis si vous voulez suivre mes aventures nomades, et ben ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. Allez, à très vite!